cette belle terre si convoitée par tout le monde, les lotissements de maisons, les garages, les hangars, l'artisanat, l'industrie, et les paysans aussi. C'est toujours dans les plaines, dans les vallées, là où c'est bien plat, là où la bonne terre s'est accumulée, s'est formée, que la terre disparaît le plus pour l'agriculture. Justement convoité par tant de monde. Ils font des limons extraordinaires comme la grande plaine du Nil. Ici ils ont fait des forages pour chercher de l'eau et ils ont trouvé 6 à 7 mètres de terre de la même richesse, homogène, sans le moindre caillou, sans rien. Pour les végétaux, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est une terre trop facile. On n'apprend pas à travailler la terre avec une terre comme ça. On peut faire n'importe quoi, presque n'importe quand, et ça marche toujours. Et alors, c'est un défaut? Elle a les défauts de ses qualités. À la fois, elle est très très riche, mais elle est très fragile. Elle mange tout ce qu'on lui met, tout ce qu'on lui donne. Elle le mange très très rapidement. Et alors, elle peut s'épuiser très très rapidement, perdre sa structure. Et en fait, elle manque de corps, quoi. D'ailleurs, on voit quelques plantes qui poussent, qui sont les indices, comme ces pieds de camomille, qui sont les indices d'une structure de sol très 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 fragile qui a besoin de se faire restructurer. Et cette plante, la camomille, elle a cette capacité de restructurer le sol. Donc à la fois, c'est une terre merveilleuse et puis c'est une terre qui a besoin de soins, qui a besoin d'attention. Tout pousse du moment qu'on y met à manger, qu'on lui donne à boire. Là j'ai labouré, demain je peux donner juste un petit coup de herse et puis semer. Et quand je compare avec mes terres fortes du Roc, où il faut vraiment faire très très attention le jour où on laboure, à l'état d'humidité de la terre, quand on va reprendre, de ne pas la tasser, de pas... Ici, ben voilà, ici c'est formidable, mais c'est très convoité. J'ai toujours rêvé d'agriculture. Dès tout petit, quoi, en fait, j'ai rêvé dans les champs, j'ai rêvé en sautant dans les remorques de blé, j'ai rêvé devant les champs de fleurs, de foin, devant. Et dès tout petit, j'ai dit je voudrais être paysan. Puis j'ai commencé des études agricoles. Mais là, à cette époque-là, tout le monde me disait tu fais des agricoles pour faire un technicien agricole, quoi. Et en fait, moi j'ai découvert une autre facette de l'agriculture dès le lycée agricole. J'avais un espèce de refuge, c'était la nature. Qu'est-ce que c'est là? C'est une céréale de montagne, une céréale des terres pauvres, froides. Et justement là je le mets dans une parcelle qui est là où la terre est la plus dure, la plus froide, humide, une terre vraiment un peu une terre de montagne, quoi. Donc je vais essayer de faire de l'épeautre là. Et en fait, j'ai découvert au lycée agricole un petit peu l'écologie.
Et en même temps que j'ai découvert l'écologie, ce rapport, ce rapport de protection à la nature. Au début, c'était plus cette façon-là, du fait que j'aimais beaucoup la nature, j'avais envie d'avoir une attitude de protection, de militer pour quelque chose qui allait protéger ce qui était mes valeurs. Et j'ai découvert dans l'écologie qu'il y avait une méthode d'agriculture qui était l'agriculture biologique. J'ai labouré il y a un mois, gercé il y a une semaine, puis il y a quelques jours encore. Et le lit de semence est vraiment bien prêt. Et les noces vont pouvoir avoir lieu. Les noces entre les forces du ciel et les forces de la terre. Quand je sème, je pense souvent à cette phrase du Talmud qu'on retrouve dans la Bible, où il est dit que si le grain en terre ne meurt pas, la vie ne peut pas continuer. Cette pensée est vraiment en moi quand je sème. Et là, cette semence, cette terre, c'est une promesse. C'est la vie qui continue. Ça, je suis très très content de pouvoir semer le blé. Il y a 3 moments vraiment importants pour un paysan, c'est labourer, semer et moissonner. C'est toute la promesse de la terre et l'abondance de la vie. Hier il faisait beau parce qu'il y avait toute la famille, tous les enfants. Nous étions nombreux, nous avons pu mettre en place cette collection parce que quand même ça demande beaucoup de travail. Ce sont des tout petits échantillons, il faut se mettre tout à la main. Et après il faudra entretenir et puis surtout prendre des notes, observer. Il y a beaucoup de temps à y passer. Donc nous avons mis en place la collection de variétés de blé, variétés ou espèces même de blé, même ce qu'on peut considérer comme les ancêtres du blé aussi. Enfin c'est surtout donc des variétés de blé. Il s'agit de 80 variétés de blé, en particulier des blés anciens, voire très anciens, et puis des variétés du début du siècle. Et le but de cette collection, c'est de connaître un petit peu ces variétés. C'est-à-dire les connaître, les redécouvrir aussi. Dans un second temps,
je récolterai ces blés, je vais les multiplier pour pour avoir des quantités un peu plus importantes. Puis je vais faire de la farine avec, et je vais commencer à observer la farine, et je vais faire du pain. Et je vais essayer de voir qu'est-ce que contiennent ces variétés de blé, quel pain on peut faire avec ces variétés de blé, quoi. Puis, dans un troisième temps, je verrai, pour conserver les variétés qui m'intéressent, les multiplier et faire mon mélange de semences pour un pain différent, quoi. Parce que je pense que les variétés de blé d'aujourd'hui n'ont pas forcément les qualités requises pour l'alimentation. Après, il y en a 145. Bon, 140. si on les met tous les 2 cm, donc ça fait 50 au mètre. Alors son père, c'était Atipano. Tu fais une petite réserve et puis t'en remets un peu parce que tu as semé un peu large quand même. Hein. Ouais, en part, et après, Là il est où au l'autre? bout, là, tu mets un Il y en a petit un piquet là, à la et un même là. temps, Non mais là au là-bas. milieu, tous les les mêmes 400 cm, hein. T'as serré, t'as fait un peu. Mais fais-toi une petite réserve dans ton sachet, et puis après, ce que t'as en trop, tu le... Ouais, mais non, il est bien. Je suis de moins en moins sûr que le blé d'aujourd'hui est vraiment apte à nourrir correctement les humains. Et il y a de plus en plus de problèmes d'allergie au gluten, de gens qui digèrent mal le pain. Bon, nous aurons l'occasion d'en parler, il y a de nombreuses raisons, mais la céréale a beaucoup trop évolué dans une mauvaise direction. Ça, c'est une intuition que j'ai. Un semi-tôt, et il a profité des premières, quand il y avait encore un peu de chaleur, il a bien levé, mais l'herbe aussi. Oh, aïe, 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 aïe. C'est une des raisons pour lesquelles les gens d'ici ils se mettent jamais de bonne heure. Parce que là, il faut avoir confiance. Là. Il faut avoir confiance. Hein. Parce que si toutes les herbes qu'il y a là, elles poussent et elles grandissent aussi vite que le blé, il n'y aura rien. Mais bon, il y aura quand même du blé. Hein. Il faut que ce soit lui qui gagne et les autres, la mauvaise herbe qui disparaisse. On va essayer. Et tu comptes sur le gel pour faire... Peut-être si ces jours-ci il gèle, ça va sécher un peu la terre. Et en tout cas, s'il gèle, il ne pleuvra pas. Et là, je pourrais rentrer dans les terres. C'est trop humide, je ne peux pas rentrer avec un gros tracteur. À l'emplacement des roues tracteurs où il va passer, ça va écraser toute la terre. La petite herse qui est derrière, elle ne va absolument pas pouvoir travailler. Parce que là, il faut que je passe une herse avec beaucoup de une herse peigne, beaucoup de toutes petites dents, toutes les unes après les autres, à 4-5 cm l'une de l'autre. Il y a plein de petites dents. Et il faut que ça tire toute la terre et toutes les petites herbes qui ont seulement 2 cm, qui commencent à naître, ça va les détruire. Donc, si je peux intervenir, bon, malgré qu'il y ait beaucoup d'herbes, c'est pas trop grave. Mais si cette herbe-là, qui est là, je la laisse se développer, après je pourrais plus l'enlever. Mais si j'avais attendu les premières pluies et les pluies n'ont pas cessé, eh bien le blé ne serait pas levé, il ne serait pas semé. Donc, voilà toute la problématique. Et comme le grand magicien ne peut pas passer pour tuer toutes les mauvaises herbes, il va falloir surveiller de très très près. J'étais émerveillé par le fait que les plantes, elles poussent toutes seules, elles poussent. Bien sûr, il faut s'en occuper, j'ai toujours compris que si on n'était pas là, rien ne se faisait. Mais c'était quand même... on n'était là que pour accompagner, quoi. Ça, je l'ai compris depuis longtemps, quoi. Et ce qu'on m'apprenait, c'était comme une espèce de magie, en fait, une magie facile et qui venait
à dire qu'on pouvait tout faire sans la vie qui était là, quoi. Je trouvais ça intéressant dans la connaissance des mécanismes, mais je sentais que ça ne correspondait pas à ce qui se passait dans la nature. Il me fallait découvrir autre chose, quoi. Et là, quand j'ai rencontré les premiers agronomes qui parlaient d'une autre agriculture, c'était des gens comme Claude Aubert, mon premier contact avec les biodynamistes aussi, j'ai commencé à lire Rudolf Steiner, et là j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, quoi, qu'on touchait à quelque chose de plus subtil, de plus fin, et en fait de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus complexe, quoi. Et pour moi c'était du grain à moudre, quoi. Ça m'intéressait vraiment. Il nous faut revenir au grain de blé, en particulier lorsqu'il est dans la terre, qui est au contact avec l'eau, qu'il va germer, pour comprendre la poussée du pain qui gonfle. Cette poussée, elle est dans la germination lorsque l'eau réveille le grain de blé, quoi. Et cette grande poussée, on la sent bien en ce moment dans le printemps, quoi. C'est l'herbe qui pousse, les fleurs qui sortent, le marronnier qui sort ses lampions, et on est en présence d'une formidable poussée, d'une sève de printemps. Et cette poussée-là, je pense qu'on la retrouve condensée dans l'eau de la rosée. Et c'est cette eau-là qui va réveiller le grain de blé pour qu'il pousse et qu'il fasse gonfler la pâte. Et voilà, comme ça, on a un levain qui est fait avec la force du printemps, la force du moment, quoi. Et donc, je renouvelle chaque année le levain avec les forces du moment. Et le levain se fait de façon beaucoup plus rapide que si je le démarre uniquement avec de l'eau et de la farine. Là, en l'espace de 2 jours, 3 jours, la pâte va être très très bien levée, et la semaine prochaine, je pourrai faire mon levain directement pour toute la fournée du pain avec ce nouveau levain et ses forces du moment. Voilà le levain, c'est lui qui va faire lever la pâte, et il est constitué uniquement de farine et d'eau, et d'un peu d'eau de rosée aussi. Mais l'eau de rosée, elle est bien loin, quoi. Voilà. La fermentation est bien avancée, mais pas trop. Et c'est ça qui va ensemencer la pâte.
constitué que de farine, c'est-à-dire de blé et d'eau. Et juste un petit peu de sel pour révéler le parfum. Et j'aime cette simplicité. Avec l'évolution des blés, la tendance est à faire un réseau de gluten qui est de plus en plus tenace, de plus en plus dur, parce qu'il faut que la pâte résiste à la machine, il faut qu'elle passe dans les différentes machines. Donc il faut que le réseau de gluten ne s'abîme pas, il faut qu'il soit très très plastique pour avoir justement cette capacité à être mécanisable, être machinable, quoi. C'est vraiment parce que je suis paysan, je suis meunier, je suis boulanger et je suis grand amoureux du pain que j'ai pu prendre conscience de toutes ces choses, quoi. Et parce que aussi je suis en contact permanent avec la pâte. Puis enfin, quand je voyais les remorques de grains, de blé qui étaient remplies et que tout ça, ça partait je ne sais où, faire je ne sais quoi, j'avais toujours un espèce de sentiment de quelque chose d'inachevé, quoi. Mais je m'étais toujours dit, en fait, je serais paysan, et un paysan, ça travaille la terre, et puis c'est tout, quoi. Et je ne m'étais pas donné cette liberté d'envisager vraiment de pouvoir transformer mon produit jusqu'à faire du pain, quoi. Et en fait, il a fallu ces 2 années de grêle très très fortes, en 3 ans, pour que je me dise, effectivement, peut-être il y a autre chose qui serait bien de faire. Il y avait un nouveau marché qui s'ouvrait sur Bordeaux, où toutes les places étaient libres et ils cherchaient des producteurs qui avaient des produits à vendre. On s'est inscrit avec les légumes et un petit peu de pain, on a dit on va essayer, en fait, et tout de suite ça a marché, et puis voilà, et puis en fait, le pain était là. Et finalement, c'est un don du ciel, quoi. Le ciel nous est tombé sur la tête et nous a tout fracassé, mais c'était voilà, un don pour pouvoir passer à autre chose et faire peut-être ce qu'il y avait au plus profond de nous. Lui, il est plus gaillard, hein. C'est le pain complet. Il y a toutes les parties du grain de blé dedans. Et on voit bien comment son énergie est plus forte. Il fermente avec plus d'ardeur. C'est le pain qui sera le plus proche du grain de blé. C'est-à-dire qu'il développera les arômes les plus importants. Comme tous ces paysans, la semence des paysans
leur a été filée des mains. Hein. Et aujourd'hui, la semence est un enjeu, la semence est une arme, la semence appartient aux banquiers qui nous vendent des engrais, des produits de traitement, des semences, qui ont mis la main sur le vivant et qui nous font croire que le progrès, l'avenir leur appartient, quoi. Moi, je fais partie d'une longue lignée de paysans qui a toujours su qu'on n'avait pas attendu les sélectionneurs d'aujourd'hui pour faire du blé, pour faire du pain, quoi. Et ce que je vois, c'est que il y avait une très grande diversité génétique dans le passé, et que cette diversité génétique, elle a fondu comme neige au soleil. Il ne reste plus rien. Les paysans se sont fait désapproprier de leurs propres biens, c'est-à-dire les semences de blé. Aujourd'hui, on est obligé d'aller dans les coopératives, d'aller chez le négociant pour acheter des semences et pour être tributaire d'un système dont on n'a pas forcément envie, dont on n'a pas forcément choisi. Moi, ici, j'ai choisi de faire du pain qui nourrit, pas forcément qui plaît, pas forcément qui répond à des besoins technologiques industriels. J'ai choisi de faire des semences dont je pourrais récolter, distribuer, donner sans avoir de compte à rendre à personne. Moi, je dis non. En tout cas, pour mon cas, non. Et maintenant, on peut passer voir les collections qui parlent un peu des blés. Au fur et à mesure que vous allez vers les variétés modernes, vous avez une compression de l'épi. Ça se resserre vraiment, quoi. Et bien sûr, cette compression de l'épi et cette compression de la plante, quoi, elle se traduit aussi par une compression du gluten, quoi. Et si on prend des courbes de panification, on a des courbes très longues, on a des pâtes qui sont très élastiques et un peu collantes, mais qui tiennent pas, qui s'effondrent vite, quoi. Et bien voilà, c'est ces grands blés. Et plus, c'est comme si on avait poussé par le haut, quoi, hein, et qu'on est tout resserré. Mais ce qui se passe à l'intérieur du blé, ça s'est resserré aussi, quoi. Ça s'est resserré. Ça s'est tellement resserré qu'on a effectivement des pains qui tiennent bien, qui peuvent faire des grandes bulles et tout, quoi. C'est tellement serré que ben voilà, on n'arrive plus à le digérer. Alors ça, c'est un critère qui n'est jamais pris en compte, quoi, par personne, quoi. C'est un sujet tabou, quoi. Si j'aborde ça dans certains milieux, c'est très difficile. Suivez mon regard. Ils sont, mais quoi, je sais pas. Parce que on peut pas. Vous demander de faire de la protéine, c'est vous induire en erreur, quoi. Ça veut rien dire. Pour moi, si on parle pas de quelle protéine, de quelle sorte de protéine, pour faire quoi, ça veut dire quoi? On sait que pour faire de la protéine, il faut mettre de l'azote. Donc nos chers amis qui vendent les semences et les produits, et les engrais, et puis qui commercialisent de toute façon le blé au bout, ils mangent tous dans la même assiette. Donc ils ont intérêt à vous dire prenez ces variétés-là, qui doivent consommer de l'azote, et quand on en met, qui font de la protéine, qui nous permettent de bien vendre, qui répondent à l'industriel, quoi. Mais bon, il faut sortir de ça, quoi. Le blé, c'est fait pour nourrir les humains, quoi. Nous aujourd'hui on travaille sur avec les variétés qu'on nous propose, parce que ces variétés-là, d'une part, n'existent pas à grande échelle. On ne les a pas à grande échelle, on ne pourrait pas les vulgariser à grande échelle. Aujourd'hui on n'en est pas capable. Bon, c'est bien qu'il y ait des collections comme ça, mais aujourd'hui elles se traduisent que sous forme de collection. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens d'avoir des semences. Bon, il faudra peut-être le développer, mais ça c'est une notion politique après, c'est pas de mon ressort en tant que technicien de le développer là aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est pas du tout un problème de semences fermières ou de pas de semences fermières. C'est de savoir, quand on parle de protéines, de quel type de protéines on parle. J'y arrive. C'est pas pour rien qu'on essaie de comparer les variétés. On n'analyse pas qu'une seule variété. La COP a fait un choix à un moment donné de travailler, en tant que coopérative, elle a toujours travaillé avec les petits artisans. À un moment donné, les volumes ont augmenté et pendant longtemps, on n'a pas été capable de fournir d'une part des volumes et puis bon, de la qualité. Mais à un moment donné, il a fallu faire un choix de quand même s'orienter vers les GMS parce que d'une part, ça assure des volumes et elle permettait aussi de garantir un peu de pain à d'autres personnes, pas qu'en milieu, qui permettait d'ouvrir un autre marché. C'est clair, c'est une notion de marché. Ça, le problème, c'est que vous leurrez les gens, les paysans et les consommateurs en disant on produit des blés de qualité, quoi. Il faut arrêter de dire ça, quoi. Ça, vous produisez des blés qui sont machinables, qu'on peut passer par la machine qui répondent à ça. Donné, voilà. fait, ouais. Oui, mais il faut que vous soyez conscient
de ce que vous faites. Vous êtes des organismes de développement. On répond à... C'est vrai, on répond à une Voilà, demande. vous répondez à des industriels qui veulent des produits machinables. Et ils ont oublié qu'au bout, c'était du pain pour les humains. Aujourd'hui, on a des qualités différentes. C'est qu'on a différents lots, on essaye au maximum, et on ne peut pas toujours le faire, au maximum de séparer justement les lots, les différentes variétés, pour essayer de répondre à celui qui veut justement moins de protéines mais plus une qualité panifiable, parce que ce qu'on regarde c'est la qualité boulangère. Nous on est contrôlé par rapport à ça, on nous regarde aussi la qualité de nos blés sur la qualité panifiable. Je fais plus facilement du pain avec une variété moderne qu'avec une variété ancienne, ça c'est sûr quoi. Il faut se creuser la tête pour faire des variétés anciennes. Avec des variétés anciennes il faut plus de temps, plus de savoir-faire et tout, mais seulement il ne faut pas oublier que ce qu'on veut c'est nourrir des gens. À l'heure actuelle, c'est pas possible. Ah ben voilà, alors là je suis heureux de l'entendre, là que vous avez fait le choix, Mais le choix c'est d'offrir aussi à l'agriculteur, et là on parle bien de l'agriculteur parce que vous êtes un petit peu à part dans le sens où vous transformez tout et vous avez cette opportunité là, mais il faut penser que pour 90% des agriculteurs c'est pas ce cadre là. Oui, mais dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, si les gens ne digèrent plus le pain et que vous avez des gros problèmes et tout ça, tous les agriculteurs qui sont là, ils seront le cul par terre quoi. Et ils diront une fois de plus comme la vache folle. Non mais attendez, ne mélangez pas tout, ne mélangez pas tout. Mais non, c'est la même chose. Le bio a une bonne ligne de conduite là-dessus. On travaille sur la sélection, sur les variétés, on travaille sur la santé. Et le bio, on est 1% de l'agriculture. Ne rentrons pas là-dessus, gardons la même ligne de conduite. Actuellement, il faut répondre à une demande. La demande est croissante dans l'agriculture biologique et pour les consommateurs. Et en tant que chacun d'entre vous, comme nous, comme tout le monde, il y a une demande, il y a une prise de conscience aussi là-dessus. Et il faut apporter, une réponse. Il y a quelque chose à dissocier aussi, c'est vrai à quelle demande on répond. Et après, Voilà, avec quels moyens, parce qu'aujourd'hui, il y a des obligations et des interdictions qui font que il y a des agriculteurs aujourd'hui, quand ils ont envie justement de reproduire leurs propres semences, conserver des populations, etc., ils sont dans l'interdiction, dans l'illégalité complète. Donc ça, c'est encore un autre volet qu'il faudrait mettre sur la table, qui n'a pas été déposé. Ça va au-delà de la coopérative. À quelle demande? Il y a la demande, mais il y a aussi comment on peut faire pour fournir une demande qui est aujourd'hui dans l'illégalité. Et sachant que seulement la semence, c'est dans toutes ces collections-là, enfin ces échantillons de graines ont été donnés dans un cadre absolument expérimental, et, ce qui veut dire que les choses vont peut-être se compliquer dans l'avenir. Si moi je commence à échanger avec des amis agriculteurs, des gens qui ont envie de faire du pain, qui veulent travailler autrement, des choses comme ça, ça il faut pas... Il faut savoir quand même que les semenciers ont mis la main sur les semences, ont fait des règlements pour arriver à ça, et que voilà quoi. Ça a été voulu, comme tu l'as rappelé dans les débuts du siècle, ça a été voulu à un moment donné, et ça a été demandé quand même aussi à un moment donné par une profession agricole aussi. Ouais, mais une profession qui n'était pas représentée par des paysans, la profession a souvent été représentée par des gens qui parlaient en leur nom et en leur intérêt, mais que ce n'était pas l'intérêt des paysans, ni l'intérêt des consommateurs, qu'on ne parle jamais, parce que le consommateur, là-dedans, il est inexistant, quoi. C'est des notions aussi qu'on n'intègre plus beaucoup en agriculture, mais c'est vrai qu'on devrait intégrer dans le travail des agriculteurs la satisfaction à travailler. Et aujourd'hui, force est de constater qu'elle est quand même de moins en moins. De voir des beaux blés grands comme ça, des épis qui se courbent, bon, vous allez aller dans le bas, et dans le bas vous allez voir les ancêtres du blé, des amidonniers, des épeautres et tout, et puis vous allez laissez-vous aller, regarder, rêver, voilà, je ne sais pas quelle est votre image du champ de blé, mais il y a une époque, regardez bien, l'image américaine du champ de blé, c'était ça, quoi. Voilà, regardez des variétés naines qui pourraient avoir des épis énormes et puis qui n'auraient aucun problème de verse et tout, quoi. Regardez, et si vous pensez qu'on fait le même pain avec ça et avec ça, ben je vous laisse le choix de voir ça.
Mais voilà, il y a 2 jours, il faisait très très beau, tout était magnifique, les blés étaient bien hauts, ils ondulaient, ondoyaient dans le vent, on était contents quoi. Et puis voilà, l'orage est passé, le deuxième orage en 2 jours, 30 mm une fois, 35 une autre, et la collection a été mise au test. Les conditions sont tellement exceptionnelles et tellement inhabituelles que je crois que c'est pas vraiment un test, quoi. Assez attristant de voir que finalement tous ces grands blés, tous ces beaux blés, ils ont cette faiblesse de ne pas résister au déchaînement des éléments qui accompagnent souvent les orages. Réhabiliter les variétés anciennes peut s'apparenter à un défi. Surtout quand on voit ce qui s'est passé là, mais en fait, je pense qu'il ne faut pas se laisser impressionner quand même. On ne pourra plus retrouver les très anciens blés vraiment hauts et qui ondulaient dans le vent. Ça, je crois que pour moi, ça a toujours été clair. Il faut trouver un blé qui soit entre les nains d'aujourd'hui, tout déformé, avec ses épis tout compactés, tout est serré. Et puis, ces grands blés, il faudra trouver une voie, quoi, hein. Mais voilà. Noé, ce fameux grand-père de tous les blés, est quand même haut et il a assez bien résisté. Et on peut imaginer quand même que retrouver des variétés et les maintenir à cette hauteur-là pourrait quand même être convenable. Semence pour l'année prochaine, cette semence si précieuse qu'on ne peut pas trouver hors des fermes parce qu'elle n'existe plus. Elle est censée ne pas exister. C'est une belle récolte qui me satisfait pleinement. Vu les conditions climatiques de cette année, la sécheresse qu'on a eue au mois de juin, et vu comment le blé a souffert, malgré tout le grain s'est bien rempli. Et ça là, c'est vraiment grâce au travail de mon ami Peter Kunz qui a sélectionné ce blé-là dans des conditions de culture biologique. Et vraiment, on voit qu'il a une très très forte vitalité et qu'il sait se débrouiller tout seul, quelles que soient les conditions climatiques. J'ai d'autres variétés plus modernes qui ont été sélectionnées dans un contexte d'agriculture chimique où on leur met vraiment tout ce qu'il faut pour pousser. Et bien des années qui sont difficiles, elles ne feront rien, quoi. Même si la quantité ne sera pas exceptionnelle, c'est très 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 beau. Et voilà. Et maintenant c'est la mort du blé, une seconde fois. Il est mort une fois en terre, parce qu'on l'a mis en terre pour renaître. Et là il va mourir une autre fois et il va renaître sous forme de beaux, de jolis petits pains ronds et dorés.
Et c'est merveilleux, c'est vraiment le bonheur. Voilà, la levée c'est très bien opéré. Il est bien levé, tout. C'est la poussée du blé, une fois de plus, qui agit. Et là maintenant, ça va être la dernière grande levée pour la dernière grande poussée. Juste là, il y a quelques heures. Voilà, ramasse les lignes. Voilà, super. Voilà. C'est bon? À passer là, attends, ça c'est bon. Les Suisses, hein, ils ont Allô, mon Malouk. Chaque année, avec Gabriel, nous passons dans des champs et nous cherchons s'il y a des individus nouveaux qui se sont créés. Et l'an dernier, nous avons trouvé ces magnifiques épis de 1 pied. Il y avait 2 ou 3 épis avec des grandes barbes comme ça, très rouges, très beaux. Nous l'avons conservé, ressemé, et voilà, une variété en fait nouvelle, issue du rouge de Bordeaux et avec d'autres, sûrement d'autres qualités. Et ça va devenir la première variété en fait issue du roc, sans que nous ayons eu à faire de croisement, de manipulation. Et en fait, c'est la nature qui nous l'a offert, quoi. Et ça c'est vraiment un cadeau extraordinaire. C'est très beau. Les grains en plus sont très longs. C'est un très bel épi avec les grains qui sont assez espacés, lâches, une belle couleur rouge, des barbes très écartées. Et en plus de ça, les grains sont très beaux, très gros, très longs.
quoi. Il arrive bien à le calmer, hein. Ouais. Ouais, qu'il de temps en temps, quand tu sens qu'il est un peu énervé, il dit de venir faire commencer à blaguer. Oh. T'as perdu la barrette. Ah, un nuage là-bas. Sur ce milliard 300 millions de paysans, il y en a 28 millions seulement qui sont motorisés. Il y en a 300 millions qui ont une traction animale et il y en a 1 milliard qui travaillent avec des bêches et des machettes. Et on va obliger ce milliard 300 millions de paysans qui chaque année à racheter leurs semences chaque année. C'est comme ça qu'on va sauver le tiers-monde. La révolution verte, ça a été d'imposer des cultures industrielles avec des semences industrielles à ces paysans qui pouvaient se nourrir. On leur a imposé des variétés industrielles qui ne poussaient par exemple que le riz irrigué. Et en Inde, ceux qui n'ont pas des terres irrigables, ils n'ont pas pu cultiver ces riz-là. Et puis on leur a obligé à faire des riz avec des engrais, ceux qui n'avaient pas d'argent n'ont pas pu acheter des engrais. Et puis on leur a obligé à faire des cultures d'exportation. Aujourd'hui, toutes les cultures OGM, c'est quoi? C'est le maïs, c'est le soja, c'est le coton. C'est pas des cultures qui nourrissent les paysans du tiers-monde qui ont faim, c'est des cultures qui sont faites pour exporter vers nos pays riches, à nous. En aucun cas, ces OGM ne pourront les nourrir. Et avec cette révolution verte, on leur a pris leurs terres, et c'est parce qu'ils n'ont plus leurs terres qu'aujourd'hui ils ont faim. Donc si on veut résoudre le problème, c'est pas avec les OGM, c'est en leur rendant leurs terres, et en leur rendant les moyens d'être des vrais paysans. On nous dit par exemple les plantes vont lutter contre la sécheresse. Eh bien, s'il y a un généticien qui peut me donner le gène de la sécheresse, de résistance à la sécheresse, eh bien je l'attends quoi, et je vais l'écouter quoi. C'est pas vrai, les plantes ne résistent pas à cause d'un gène, elles résistent parce qu'il y a 1000 conditions qu'elles ont développées. Certaines ont mis du poil pour retenir l'eau, la rosée d'eau du matin, d'autres ont une cuticule sur la peau très épaisse et elles prennent pas le soleil, et ainsi de suite. Et c'est leur vécu quoi. C'est parce qu'elles ont vécu dans des conditions de sécheresse très très importantes que petit à petit elles ont intégré une façon de faire, comme moi quand je vais en Afrique, je ne suis pas adapté au soleil comme le sont les Africains quoi. Mais en aucun cas il y a un gène derrière. De toute façon il y aurait une multitude de gènes qui conditionneraient des facteurs de résistance. Donc ça c'est zéro. Ce sont des pains d'épeautre, un mélange de petites épeautres et de grandes épeautres. Une bonne température, une belle couleur, puis que ça. C'est un fruit.
C'est bien. Magnifique. Oh, le beau campagne. Ah, nos amis les Espagnols sont de retour. Et ça, on n'aura pas suffi la visite tout à l'heure. Ils reviennent. C'est merveilleux tous ces échanges autour du pain, autour du blé. Ça c'est le secret. Ah oui, oui. Ça c'est le secret, le seul secret. C'est ça le seul secret. L'éléphant, c'est le même. Ils ont les mêmes problèmes chez eux, les mêmes disparitions, les mêmes oublis, les mêmes fous du pain. Nous on a besoin de fous. Ah, on en a pas mal. Je crois qu'il y a eu des compagnons du blé. L'olivier, c'était un grand compagnon du blé dans tout le bassin méditerranéen, quoi. En fait, dans cette aventure, j'allais découvrir beaucoup plus de choses que ce que j'imaginais. Parce qu'en fait, on ne connaît pas vraiment le blé quand on le cultive seulement et qu'on le voit pousser, quoi. On le connaît vraiment quand on le travaille dans sa matière intérieure, quand on le pétrit vraiment avec ses mains, quand on voit ce qu'il donne, quand on voit comment il réagit, quand on le mange, Et ça, c'était une aventure absolument fabuleuse, quoi. Et avec cette expérience-là, j'ai pu faire tout un chemin pour intérioriser un petit peu ce qui se passait dans le blé, quoi. Et ça c'est merveilleux, quoi, hein. En fait, très très peu d'agriculteurs ont la chance de connaître cette chose-là, quoi. Et maintenant, ça va jusqu'à justement orienter mon travail, c'est-à-dire aller chercher d'autres choses, cette collection de blé ancien que je mets en place, cette recherche d'un autre pain, d'autres arômes, voilà, de quelque chose qui a disparu et que j'ai envie de revoir dans les blés, ces grands blés colorés qui flottent dans le vent, et qui ont encore quelque chose à nous apporter, quoi. Voilà, c'est un peu toute cette aventure extraordinaire que j'ai découvert en travaillant le blé, en faisant le pain. Et puis c'est cette joie immense aussi de pouvoir apporter un pain qui nourrit, quoi. Un bon pain, un pain de saveur, ça c'est une chance extraordinaire.